Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club. On va parler ensemble de la 29e journée de Première Ligue et tout cela en compagnie de Jean-François. Salut Serge. De Philippe. Salut Serge. Et de Christian qui va évidemment nous apporter toutes les connaissances de vision du jeu. Salut Christian. Salut Serge. 29e journée, on va d'abord revenir sur la 28e, le week-end dernier. Quels sont les moments clés, quelles sont les choses que vous voulez retenir de cette 28e journée ? Moi, c'est le match de Liverpool avec à la mi-temps Southampton qui mène 0-1 et presque une exclusion pour Darwin Núñez. Et la gestion de Klopp, comment il a motivé son équipe. De Klopp, ça c'est un beau lapsus. De Slot, pardon. Comment il a motivé son équipe et comment il a changé en gardant Núñez sur le terrain pour prendre 15 points d'avance. Qui était décisif. Voilà, c'est ça. Et 15 points d'avance, ça veut quand même dire normalement qu'on connaît déjà le champion. Oui, on connaît le champion. Par contre, et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, c'est qu'après 28 journées, on ne sait pas qui sera qualifié pour la Ligue des Champions. Il y a un gros suspense, parce qu'il y a 7 à 8 équipes qui peuvent encore prétendre très aisément à être dans ce groupe-là. Je pense jusqu'à Bournemouth, qui a 44 points. 9e avec 44 points. Le 4e pour le moment, c'est Chelsea avec 49 points. Bon, il y a Nottingham Forest 51 points, et c'est la grosse surprise de la saison quand même. Et ils ont confirmé notamment le week-end dernier en battant Manchester City à domicile, ça, qui prennent une option. C'est intéressant. À la fois le vent de fraîcheur de ces équipes qu'on n'attendait pas nécessairement, et le suspense pour la Ligue des Champions. Et pour ces fameux tickets, même si on pense qu'il y en aura 5. Voire 6. Voilà. Oui. Si une équipe anglaise gagne la Ligue des Champions ou l'Europa League, ça peut faire une place supplémentaire. Ce ne sera pas Liverpool en tout cas. Non. Éliminé par le PSG, mais quand même 2 qualifiés avec Arsenal et Aston Villa qui s'est qualifié face à Bruges. Donc c'est quand même une bonne campagne européenne et il devrait y avoir, grâce à tous ces résultats, une 5e place qualificative pour la Ligue des Champions. On attend aussi les résultats notamment de Tottenham et de Manchester United. C'est ce jeudi soir en Coupe d'Europe pour peut-être trouver donc 4 clubs anglais. À voir chez nous. À voir chez nous, ce Sport World, ce sera... Et Chelsea aussi. Et Chelsea, bien sûr, en Conference League. Donc, premier créneau 18h45, deuxième créneau 21h pour les soirées d'Europa League ce soir. Et on aura notamment Chelsea face à Copenhague et Tottenham face à AZ. Tottenham qui avait été battu au match aller, donc c'est un match très important pour Postecoglou et pour les Spurs. Voilà pour cette petite parenthèse sur le week-end dernier. Je vous propose, pour terminer le chapitre de la 28e journée, de voir les 5 plus beaux buts. C'est parti. Joli but pour Bournemouth, qui est donc une des équipes aussi qui apporte vraiment de la fraîcheur dans cette saison en Première Ligue. Et tellement de fraîcheur que c'est une équipe qui termine très très bien ses matchs, et qui parfois en premier mi-temps est un peu molle, mais en deuxième mi-temps, ils mettent vraiment une énorme pression sur l'adversaire. C'est intéressant. Physiquement, ils sont vraiment prêts, je trouve. Alors, je n'ai pas demandé à Christian quel était le moment clé ou ce qu'il avait vraiment marqué ce week-end, parce qu'il va tout simplement nous l'expliquer maintenant. Je vous propose, avant de demander à Christian, de voir une de ses infographies et de voir que ce week-end a été très particulier, messieurs, parce que sur les 10 matchs de Première Ligue, on n'a pas marqué dans la première demi-heure. Et on va tout de suite demander à Christian s'il avait déjà vu ça dans sa longue carrière avec vision du jeu. Non, c'est la première fois depuis l'existence de Vision du jeu, c'est-à-dire 2010-2011, qu'on se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire qu'on n'est pas marqué un but avant la 33e minute. Voilà, après, on s'est un peu rattrapé dans le troisième quart d'heure, mais voilà, c'est une chose vraiment exceptionnelle, c'est étonnant. Ça vaut, à mon avis, chez les bookmakers anglais, ça valait une cote très, très importante.
Mais voilà, c'est bien d'aller fouiller de temps en temps, de voir dans la base de données s'il y a des choses exceptionnelles. Et là, c'était le cas. Et puis 20 buts seulement ont été marqués ce week-end. C'est le deuxième plus mauvais total de l'année. Là, on voit finalement le premier but marqué à la 33e minute. C'est Jack Harrison avec Everton qui marque en déplacement Wolverhampton, même si les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Score final, 1 but partout. Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on est un petit peu dans le creux avant sans doute la dernière ligne droite et des matchs importants? On est en sortie de matchs européens, donc je pense que ça a joué. Il y a eu un autre événement quand même rare. C'est la deuxième fois qu'il n'y a pas une seule équipe qui gagne à domicile en Bundesliga. 2 semaines de suite, c'est quand même tout à fait étonnant. Donc effectivement, on peut se retrouver dans des situations un peu bizarres, notamment avec les 3 leaders qui ont été battus à domicile dans ce championnat-là. Donc, je me demandais pourquoi il nous parlait de la Bundesliga. Oui, parce que ça marque dans tous les championnats. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Mais oui, bah, je ne sais pas trop. En tout cas, ce que je constate encore sur le but qu'on vient de voir maintenant, c'est que ce sont toujours un peu... que l'évolution... Je pense qu'on est arrivé au bout d'un chemin dans l'évolution du football et de ce que nous a proposé. Parce qu'aussi, je pense que les équipes ont appris aujourd'hui à contrer ces sorties de balles comme ça, depuis le gardien, etc. Et je trouve que même en Ligue des Champions, dans la soirée d'hier, on a vu 2-3 fois, notamment du côté de Paris, où on a l'habitude de le faire, mais on fait remonter le bloc et on redégage de temps en temps. Je pense que la prise de risque aujourd'hui, je pense qu'on se rend bien compte, et Vision de Jeu nous a donné combien de fois des chiffres alarmants sur le sujet. Et puisqu'on parlera de Brighton aujourd'hui, on aura notamment, on fera une petite parenthèse à propos de Brighton là-dessus aussi. C'est la particularité du football aussi, c'est de voir se réinventer constamment, parce que le sport évolue. Enfin non, on ne se réinvente pas. On réutilise les vieilles recettes parce qu'en fait, on ne réinvente pas grand-chose en football, mais on revient avec des choses plus anciennes qui ont déjà existé, des animations, des dispositifs, voilà. Et malgré tout, les adversaires s'adaptent aussi. On peut le voir par exemple avec Arsenal et les corners, on en parlera. Oui. Ou même le jeu de possession d'Arsenal. On s'adapte à l'adversaire en sachant comment il va jouer. Peut-être qu'on fait ça un peu mieux aujourd'hui. Allez, on va se plonger vers la 29e journée avec 2 affiches dont on va parler dans cette émission. La première, c'est quand même un match très important pour la qualification à la prochaine Ligue des Champions. C'est Manchester City face à Brighton. The home of the Premier League. Sitting into the penalty area again. Haaland, it's a tap in. Well back. Manchester City qui se trouve à la 5e place avec 47 points. C'est seulement un petit point de plus que Brighton qui compte donc un total de 46 unités. Quelle saison compliquée pour Manchester City, encore battu à Nottingham Forest le week-end dernier. C'est 15 défaites pour l'équipe de Pep Guardiola sur les 30 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Malmené à Nottingham, pas à l'aise finalement, c'est 1-0 mais ça aurait pu être plus. Il concède beaucoup d'occasions, je trouve, aussi à l'adversaire. Donc, oui, c'est peut-être aussi, à un moment donné, on parle de fin de cycle, c'est peut-être la fin d'un cycle. Alors, soit c'est les joueurs qui sont remplacés, soit ce sera l'entraîneur, on verra bien. L'entraîneur vient de signer, mais j'entends déjà qu'on parle d'un énorme contrat au Qatar, ou en Arabie, etc. Donc, une signature ne veut plus dire grand-chose en football aujourd'hui. City est redevenu une équipe moyenne, banale. Ce qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. Voilà, exactement. Bon, à un moment, il faut bien que ça change aussi. Et il y a toute une série de joueurs qui sont vraiment en fin de cycle, visiblement. Mais ceux qui arrivent derrière, il y en a quand même pas mal qui sont intéressants aussi dans les jeunes. Alors, évidemment, Christian a analysé les difficultés actuelles de Manchester City. Il a pointé normalement dans la manière d'encaisser des buts quelque chose d'assez récurrent, Christian. Oui, on peut passer directement aux images, ce sera beaucoup plus facile pour comprendre. Voilà, il y a toujours une intention première des adversaires maintenant, c'est de vouloir jouer le premier ballon long à l'opposé et puis déclencher quelque chose. Et là, comme ils sont toujours positionnés très haut, proche de la ligne centrale, ils doivent toujours courir vers leur but et ils continuent à le faire et ils continuent à le faire. Et donc ça, c'était déjà à l'époque contre Liverpool. Déjà, on est au mois de début décembre, les choses continuent. Voilà, de nouveau un ballon à l'opposé. On déclenche, on peut faire un enchaînement out vers in et puis le tir enroulé, on ne sait pas défendre là-dessus. Et c'est toujours la même chose. Et si on revient maintenant au week-end passé, eh bien, contre Nottingham Forest, c'est la même chose. Il y a d'abord un contrôle orienté et directement la première intention, pratiquement sans regarder, il sait qu'il y a un joueur qui va se trouver là-bas à l'opposé avec Doku qui ne fait absolument pas l'effort pour pouvoir faire la prise en charge dès le début. Et puis il y a quelque chose qui est déclenché. Donc chaque fois la même chose qui se représente. Et chaque fois maintenant, aujourd'hui, le porteur du ballon n'est jamais en difficulté.
et la hauteur de ligne est toujours aussi haute qu'il y a 4 mois. Donc, il n'y a pas de rectification et c'est comme ça qu'ils vont encore encaisser des buts cette saison. Oui, il y a un point commun. Si c'est récurrent, ça veut dire que l'adversaire a trouvé la faille et prépare ce genre de choses. Oui, mais en même temps, je dirais que sans doute que l'adversaire a trouvé la faille, mais on voit aussi dans ces différents exemples que à chaque fois que, notamment sur le dernier, contre l'Orienté, il n'y a absolument personne qui est là pour mettre un pressing, donc ils sont tranquilles pour faire leur transversale. À chaque fois, c'est vraiment sans trop de pression. Et puis aussi, je trouve aussi que dans la reconversion défensive, mais ça on avait déjà souligné dans d'autres matchs aussi pour cette équipe de City, c'est-à-dire que ils courent, mais on a l'impression qu'ils courent parce qu'ils doivent courir. Mais après, ils ne regardent pas vraiment où sont les adversaires, notamment sur le premier but qu'on a montré, où ils sont en supériorité dans les 16 mètres et ils ne défendent pas. Il n'y a pas assez d'agressivité défensive. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils font la reconversion, ils font la course parce qu'il faut la faire, mais après, il n'y a plus d'information qui est prise. Où est l'adversaire, où est le ballon, où est le but que je défends. Enfin, il y a des paramètres de jeu dont on doit tenir compte quand on est défenseur, et ici, on a l'impression qu'ils n'en tiennent pas compte. Ils font la course parce qu'on leur a dit probablement, faites la course. Et donc, ils reviennent forcément se replacer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut derrière ça jouer un duel, il faut derrière ça avoir une intention défensive. Ouais, donc ça laisse toujours une possibilité à l'adversaire de faire la différence. Oui. Enfin, c'est ce qui arrive souvent. Alors c'est quand même bien de le souligner parce que 3 fois c'est la même chose. Effectivement. Alors il y a évidemment 2 joueurs belges. On va parler de Jérémy Doku. Voilà, on sait, Christian, que c'est un joueur spectaculaire, mais on se pose quand même toujours des questions sur sa véritable efficacité. Oui, parce que si on regarde sur les 2 ou les 3 derniers matchs, il a été l'un des joueurs les plus spectaculaires parce qu'en fait, chaque fois la même chose, il s'écarte, il démarre chaque fois à l'arrêt avec une accélération tonitruante et c'est vraiment formidable à voir. La difficulté, c'est qu'en fait, il a été pris pour pouvoir rentrer dans le système de jeu. Le système de jeu, c'est de pouvoir arriver à un certain moment en étant ailier ou de deuxième ligne, un joueur qui vient dans la zone optimale, qui donne un centre au cordeau ou un centre en retrait et qui permet de marquer des buts. Or, regardez, il a donné 12 assists depuis qu'il est arrivé à Manchester City en Première Ligue et il n'y a que 3 buts sur centre qui ont été donnés et en zone optimale. Ça veut dire en fait que c'est un ratio. 1, le ratio, il n'est pas immense. Et puis 2, l'efficacité générale par rapport au reste de l'équipe, malgré qu'il a la possibilité de donner et de pouvoir tout le temps avoir, regardez, sur ces images, on le voit bien, c'est chaque fois la même chose. Il y a une accélération tonitruante qui est donnée. Il y a un bon ballon. Eh bien, ce genre de situation-là, ce n'est arrivé que 3 fois depuis qu'il est arrivé. Donc 3 fois en 2 saisons. C'est évidemment trop peu. Donc il y a trop de contraste entre, je vais dire, le divertissement et le côté spectaculaire de son jeu et le fait que, 1, il ne marque pas beaucoup de buts et 2, il ne donne pas assez d'assists et surtout pas dans cette zone optimale. Ouais, encore une fois, c'est assez parlant. Ce sont les images et des buts de la saison dernière. C'est 3 assists de la saison dernière, on est bien d'accord. Oui, parce que cette saison-ci, il n'y a pas que Doku qui ne parvient plus à donner des assists dans la zone optimale. C'est le cas un peu de manière générale à City. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment perdu par rapport à ce qui faisait une de leurs grandes forces la saison dernière. Enfin, peut-être que Christian ne sera pas d'accord, mais je pense bien que ce n'est pas comparable à ce qu'il faisait avant. Il sera d'accord. Il sera d'accord, alors ça va. Si. Mais non, en fait, en tout cas, il y a un constat qu'on peut faire sur Doku, c'est que voilà, c'est à la fois un gars qu'on va apprécier pour cette espèce de coup de rein exceptionnel qu'il a. Par exemple, face à Liverpool, il a dribblé 10 fois Trent Alexander-Arnold pour 12 ou 13 dribbles. Mais il a même forcé Salah à défendre souvent parce qu'ils étaient dépassés. Mais ils sont quand même battus et City ne marque pas dans ce match. Donc il y a toujours d'un côté la compréhension que c'est un joueur spectaculaire et que les gens aiment sans doute voir à un moment donné, ce coup de rein, cette manière. Voilà. Et puis c'est vrai que le ratio en termes d'efficacité est sans doute insuffisant pour un club de ce niveau-là. Oui, bien sûr. C'est ça aussi, pour City en tout cas. Bon, c'est un match évidemment très important pour Manchester City qui a perdu la 4e place le week-end dernier, qui est 5e. On sait qu'il faudra être dans le top 5 pour participer à la prochaine Ligue des Champions et que c'est le minimum, l'objectif minimum pour Guardiola en cette fin de saison. Attention à Brighton parce qu'on va le voir, c'est une des équipes en forme pour le moment en Première Ligue. Il reste d'ailleurs sur 4 victoires consécutives. Avant ça, il y a eu 2 défaites, mais il y avait encore des victoires avant. Voilà, on peut dire que le coach qui a donc remplacé De Zerbi cette année, Hurtselaar, est en train de trouver l'équilibre dans cette équipe.
Oui, je pense qu'il a su recréer un groupe avec des principes différents. Il y a eu quelques moments de cassure, comme les 8 buts qu'ils prennent en 2 matchs. On se dit, tiens, avant ça, c'était un peu irrégulier, mais là, ils ont vraiment trouvé une continuité. Et puis les jeunes joueurs qui sont venus, à l'image de Minte, commencent à vraiment peser. Mitoma revient très bien. Il s'est un peu blessé ce week-end, mais il avait eu un début de saison assez compliqué quand il était revenu des compétitions internationales. Et tout ça est en train de se mettre en place. Oui, et puis les anciens, parce que Welbeck est très important. Welbeck est vraiment très bon dans un rôle ouais. un peu de réservisme et de luxe quand même. C'est lui qui les qualifie en coupe notamment. Et en plus, c'est une équipe qui a toujours posé des problèmes à City. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de déborder, d'avoir de l'espace pour centrer, ben, ils font ça très bien. Donc Mitoma, Minte, ça peut poser beaucoup de problèmes à City, je pense. Et en étant tout à fait honnête, je vais laisser l'explication tactique à Christian, mais en étant tout à fait honnête, quand je regarde le groupe et l'équipe, bien sûr, je connais des noms parce qu'il y a Verbruggen, Mitoma, Dingra qui viennent de notre compétition, donc ok, on le connaît. Mais pour les autres, je vais prendre 3 exemples. Le premier, c'est Gomez. Il a 21 ans. Ils ont le cherché pour 30 millions à l'Inter Miami. Il fallait oser faire ce pari-là. Le deuxième, c'est Joao Pedro qu'ils ont été chercher à Watford alors que le club descend. Ils vont le chercher en dépensant quasiment 35 millions. Donc 2 exemples. Voilà. Et le troisième exemple, c'est un jeune qu'ils ont formé chez eux, qui est leur arrière latéral, là, Inselwood, voilà. Donc c'est une équipe qui fait découvrir des talents. Et j'avoue que quand je redécouvre l'effectif et que je regarde, vous m'auriez demandé de citer 5 noms de mémoire comme ça, j'aurais été un petit peu en difficulté parce que c'est pas l'équipe qu'on connaît le mieux parce que ça change tout le temps. Il y a toujours de nouveaux joueurs. C'est une équipe qui vend ses meilleurs joueurs et souvent pour des belles sommes et qui parvient à les remplacer et à aller trouver des pépites, effectivement, parce que ça fonctionne bien sur les datas. Si on se souvient bien du côté de Brighton, ils sont très forts là-dedans. Alors, Christian, on dit souvent que quand un coach part, surtout si c'est en fin de saison avec évidemment l'arrivée d'un nouveau coach, il faut 6 mois pour que le nouveau manager puisse un petit peu imposer ses idées. Est-ce que c'est le cas du côté de Brighton ? Oui, c'est le cas. Vous vous souvenez, avec De Zerbi, on a souvent évoqué et il a souvent été considéré à un certain moment, quand il est arrivé, comme le successeur d'Ancelotti au Real Madrid parce qu'il voulait absolument 70% de possession de balle, sortir proprement le ballon, même s'ils encaissaient beaucoup de buts sur des mauvaises sorties de balle. Mais il fallait construire, atteindre les flancs, zone optimale, un centre au cordeau et marquer. Il voulait vraiment le football le plus pur. Évidemment, ça a duré 4, 5 mois, 6 mois parce qu'il y a le conditionnement et les joueurs ont été habitués à ce travail d'entraînement. Et puis maintenant, progressivement, et surtout depuis la défaite à Nottingham Forest, ils ont décidé maintenant de jouer différemment et d'utiliser plus l'utilisation de la pénétration axiale, d'utiliser des face-à-face et de diminuer ce nombre de buts sur les centres en zone optimale. Le seul but qui a été marqué sur celui-là, et encore c'est un semi-centre, c'était ce but-là. Et depuis lors, eh bien, on préconise de pouvoir se reconvertir plus facilement, avoir des pénétrations axiales qui sont beaucoup plus rapides et de plus loin, avec des ballons profonds. Voilà, regardez, on essaie de trouver la transition et puis on va donner le ballon dans la course, le contrôle orienté pour se retrouver dans une zone beaucoup plus facile pour marquer. Ça, c'est la transformation actuelle que le nouvel entraîneur a apportée. Et c'est pour ça, en fait, que cette équipe, actuellement, est très, très performante et très, très efficace. Tout petit mot sur Ursula, l'entraîneur, parce que 32 ans, quand même, c'est assez étonnant. Et vous savez qu'il y a un lien direct, évidemment, entre Brighton et l'Union Saint-Gilloise. Et on fera au moins 2 points communs. Le premier point commun, c'est qu'il trouve toujours des joueurs quand on ne les attend pas. Et le deuxième point commun, c'est qu'il trouve des entraîneurs quand on ne les attend pas aussi. Parce que Ursula, si vous regardez un petit peu son parcours, à part Saint-Pauli, qu'il a entraîné comme club professionnel, le reste, c'est la fédération allemande. Pour un gars qui a arrêté de jouer au football à 22 ans, il avait été formé au Bayern de Munich. Donc c'est assez étonnant. Mais il y a en tout cas ce point commun. Ça veut dire qu'ils le font très bien, parce qu'ils arrivent quand même à le faire dans 2 endroits différents, dans 2 cultures de football différentes. Pocognoli aussi alors à l'Union. Mais c'est pour ça que je cite Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise, qui est arrivé après d'autres, etc. Donc je dis, c'est la même chose. C'est-à-dire, on fait découvrir des joueurs, on donne la chance à certains entraîneurs, mais on reste dans une stabilité sportive intéressante. Et donc Brighton prendre des risques et en sont récompensés parce que c'est quand même une équipe qui a déjà joué l'Europe aussi ces dernières années et qui parvient toujours à se placer. À quel niveau ils mesurent ces risques? Je pense que ça, voilà, mais ils ont l'air d'être assez sûrs de leur coût et de leur fonctionnement en tout cas. C'est ça qu'ils doivent encore apprendre à passer. Quand ils ont joué l'Europe la saison dernière, en championnat, ça s'est moins bien passé parce que l'ensemble des matchs, c'était trop à gérer pour une équipe de ce type-là. Maintenant, s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, il faudra apprendre aussi à gérer cette surcharge de travail et cette compétition tellement différente avec une pression nouvelle aussi pour ces joueurs-là, quoi.
Alors Brighton a diversifié sa manière de marquer des buts et il y a aussi, Christian, les phases arrêtées. Oui, et on en parle pratiquement chaque semaine de ces fameuses phases arrêtées partout. Mais sur l'ensemble de la saison, ils ont marqué 8 fois sur phase arrêtée, seulement 2 dans la première partie de saison jusqu'à la fin de l'année. Et puis depuis le début de la saison, enfin depuis le début de l'année 2025, ils en ont marqué 6. Et chaque fois qu'ils ont marqué un but sur phase arrêtée, eh bien, ils n'ont pas perdu et ils ont pris des points tout le temps. Donc, voilà, c'est très bien et je peux comprendre De Zerbi dans sa conception, c'est-à-dire que finalement, il préconisait un peu plus son futur à lui plutôt que le futur de l'équipe. Mais il faut revenir à des choses qui sont plus terre à terre, qui sont plus directes. Marquer 25%, 30% des buts sur phase arrêtée, ça donne un avantage incroyable sur toute une saison. Et ça permet surtout de débloquer, ça te permet de revenir au score et ça permet de prendre des points précieux qui sont parfois dans la course à l'Europe ou dans la course au maintien ou même d'être champion. Donc, préconiser les phases arrêtées, il faut le faire. Chaque fois qu'il y en a, ça rapporte toujours des points. Un jeu plus direct, des phases arrêtées. Donc Kurt Zeller est parvenu à apporter un petit peu son identité à cette équipe. Il y a quand même eu un match où ils sont passés complètement à travers. Et là, on peut dire qu'ils sont même retombés dans leur petite faiblesse d'antan. C'était face à Nottingham Forest. Ils ont pris 7-0, on va le voir. Il y a eu quelques moments assez catastrophiques, des relances, des pertes de balles, des gestes maladroits et même des buts contre leur camp. Oui, ce sont les quelques résultats anormaux qu'on a par saison en première ligue. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi ça se passe comme ça. Mais bon, jamais. C'est un jour sans, voilà, on va dire ça comme ça. Après leur adversaire de ce week-end, les résultats anormaux, ils n'ont pas arrêté d'en faire toute la saison. Donc ça peut arriver une fois de temps en temps à une équipe qui est très jeune aussi. Donc ça peut aussi être une explication. Et puis Nottingham a des moments de grâce aussi dans cette saison. Ils vont gagner à Liverpool. Oui, de toute façon, c'est pas un moment de grâce, c'est un cadeau, ça. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais enfin, il faut les mettre, les buts aussi. On peut avoir énormément d'occasions et ne pas les sûr. mettre. Ce jour-là, tout fonctionnait aussi. Bon, en tout cas, depuis, ils se sont bien rattrapés. Ils ont gagné leurs 4 derniers matchs. Et en plus, ils ont été se qualifier quand même à Newcastle en Cup. C'était un sacré match. C'est un petit peu l'équipe du moment. Et ça va faire un match... Christian, on va peut-être ajouter quelque chose en conclusion. On vous écoute. Oui, en conclusion, je veux rebondir sur ce que Jean-François disait par rapport à ce qu'il faisait avec l'Union et tout ça. Il y a des clubs comme Brentford et comme Brighton, on sait qu'ils utilisent énormément les datas pour recruter les joueurs et pour donner des chances à des entraîneurs qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont créé la Set Piece Situation Lounge avec Brentford. Brighton, ils ont été donner leurs joueurs à l'Union pour qu'ils s'épanouissent. En fait, eux, je ne pense pas qu'ils ont des ambitions de vouloir jouer l'Europe et de dépenser de manière je dirais exponentielle pour pouvoir sauver des places. Mais eux, en fait, ils font de l'argent. Et ils font de l'argent et ça leur permet en fait d'être stables et de pouvoir continuer à faire de l'argent et à rester là où ils sont, alors que d'autres, ils veulent essayer d'atteindre des objectifs qui sont difficilement atteignables en dépensant beaucoup d'argent. Et Brighton risque encore de jouer les troubles faits ce week-end. Donc c'est le match que l'on verra en fil rouge de Goals of the Day, Philippe. Oui, que je commenterai avec Philippe Perrand. C'est lui qui commentera ce match-là. Et donc c'est samedi à partir de 16h. On passe à l'autre affiche du week-end, celle dont on va parler en tout cas. C'est un derby londonien entre Arsenal et Chelsea. A big day in North London. We're almost into the home straight of the Premier League. The stakes are high. On the one hand, grasping for the top four. On the other, Looking to stay in the hunt with Liverpool. They just have to keep on winning and keep on hoping. Trossard. Oh, brilliant! Derby londonien, il n'y a pas si longtemps, c'était un des grands chocs de la saison. Je ne vais pas dire que c'est un petit peu dévalué, mais bon, c'est quand même plus comme avant. On ne va pas jouer le nostalgique. 2 contre 4. C'est 2 contre 4, mais bon, le premier est loin devant. Mais Oui. c'est clair que, en tout cas pour Chelsea, c'est très important parce que Chelsea a pour objectif de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, de retrouver la Ligue des Champions. Personne n'aurait signé comme ça en disant que Chelsea serait dans le top 4 à ce moment-ci. C'était pas si évident. En octobre, novembre, on parlait de Chelsea comme un candidat. Oui, mais au début de l'année, Ouais. on se demandait pour interrogation ce que ça allait devenir avec ce noyau pléthorique, qu'est-ce qu'ils Ouais. vont faire avec tout ça, comment Maresca va se débrouiller. Finalement, il a bien fait le taf. C'est vrai.
C'est vrai. Quatrième avec 49 points. Bon, normalement, Arsenal est sûr d'être dans le top 4. Ils ont 55 points. Pour le titre, ça va être un peu compliqué. 15 points de retard, un match de moins. Donc, ça ferait quand même encore 12 si jamais ils gagnaient ce match de retard. Enfin, soit, on va se concentrer sur surtout le top 4 ou le top 5. Arsenal, on connaît les difficultés de cette équipe avec les blessés dans le secteur offensif. Et on a encore vu le week-end dernier à Manchester United, dont on va revoir les buts. Il n'y a eu que 2 buts dans ce match-là. Voilà, ça reste une période compliquée, même s'ils ont été mettre 7 buts au PSV, mais c'était vraiment journée porte ouverte du côté d'Eindhoven. Voilà, c'est quand même une équipe en difficulté pour le moment offensive parce qu'elle a souvent la possession de balle, elle a souvent la maîtrise du match, mais ça manque d'efficacité. On l'avait vu notamment lors du 0-0 à Nottingham qu'on avait commenté ensemble, Jean-François. Oui, ça manque d'efficacité parce que je pense qu'à un moment donné, ça manque aussi de prise d'espace et de vitesse. Et que les joueurs qui sont là pour le moment ont trop cette habitude de jouer un petit peu ce que j'appelle les solutions réelles, donc jouer dans les pieds les uns des autres et sans jamais essayer de prendre l'espace. Ce qui était la grande force d'Arsenal il y a 2 ans. Exactement. Mais qui ne quel que soit l'espace que vous avez, même si vous êtes dans le dernier tiers, et c'est pas à ce moment-là qu'il y a une prise de risque qui doit être prise aussi dans les enchaînements, qu'ils soient individuels ou collectifs, mais il faut à ce moment-là prendre de la vitesse, que ce soit collectivement ou individuellement, et il n'y arrive pas assez souvent. Contre Nottingham, il ne s'est rien passé pendant quasiment tout le match offensivement. Et à l'inverse, on les revoit après contre le PSV, ils en plantent 7. Oui. Et la grande différence entre les deux, c'est que dans un match, ils prennent de la vitesse, dans l'autre, ils n'en prennent pas. Oui. Parce que l'adversaire leur a aussi laissé l'espace. Il ne joue pas tout seul, sinon il gagnerait 14-0, 15-0, 20-0. Mais c'est vrai, un consultant anglais disait ce week-end que il leur manque un vrai buteur et qu'on peut pas gagner un titre si on n'a pas un vrai buteur. Alors moi, je pense qu'il leur manque aussi Saka. Parce que lui, il apportait énormément au niveau créatif. Et avec Saka dans l'équipe, on marque plus de buts. Parce que on parle d'un retour pour le mois d'avril. Non, bien sûr. Mais parce que Saka, leur a coûté... c'est de la vitesse. Parce que Saka, au moment où il prend sa décision de faire sur un contrat, il y va. Il va avec une intention de déterminer quelque chose. En fait, le football, c'est marrant, ça se passe dans les pieds, mais ça se passe là aussi. C'est-à-dire, je prends ma décision et je vais au bout de ma décision. Et puis, il faut marquer des buts. Ça, c'est sûr. Et puis, il faut les mettre au fond. Ouais. C'est vrai. Justement, quand ça n'allait pas dans le jeu, Arsenal avait souvent la phase arrêtée comme solution et surtout le corner. Mais même de ce côté-là, Christian, ça coince un petit peu pour le moment. Oui, ça coince. Et je pense qu'en préparant l'émission, là, vous avez évoqué le nombre de corners sans marquer. En fait, ils ont, je crois que c'était plus de 50, c'est ça, Philippe ? 52, ouais. Je pense que... Oui, voilà, regardez, c'était l'arme, c'était les craintes. Chaque fois qu'il y avait un corner qui était attribué à Arsenal, il y avait le monde entier qui était debout pour voir si ça allait être but. Et puis, voilà, ils ne parviennent plus à enchaîner les buts sur phase arrêtée. Donc, moins d'attaquants qui sont performants de plein jeu, pas les buts pour compenser sur phase arrêtée. Et donc, des difficultés avec très peu de buts sur les derniers matchs. Et si on voit les buts qui sont marqués contre le PSV, que ce soit à l'aller ou au retour, hier, c'était Zinchenko et Rice. Et le week-end passé, c'était Rice de nouveau. Donc, c'est des gens qui doivent venir de deuxième ligne pour pouvoir les marquer parce que devant, il n'y a pas l'efficacité et sans l'efficacité sur phase arrêtée, Arsenal devient une équipe moyenne. Ouais. On a le droit, quand il marque plus aux phases arrêtées, de remettre en cause du coup Jobert, puisqu'on ne parle que de lui quand il marque sur phase arrêtée. On le voit beaucoup moins. Mais non, mais c'est vrai, c'est marrant. On ne parle de ça que quand ça marche en fait. Quand ça marche plus, on n'en parle pas. C'est le principe de Moi, j'en ai parlé là, spectacle. Ah, ok, d'accord. Pas de lui, mais parce que c'était intéressant. Vous vous souvenez du match, je crois que c'est vous qui le commentiez, Manchester United face à Arsenal-Manchester United. Non, c'était Philippe Errand. Mais on avait dit à chaque corner, ça peut être but dans ce match-là. Ah, pardon, oui, celui-là, oui. C'était mais moi, ce week-end, c'était exactement l'inverse, parce que, comme j'avais dit tout à l'heure, à un moment, les équipes travaillent, on pense qu'on veut de Manchester United, mais il y avait Eriksen qui était toujours là pour empêcher qu'on gêne son gardien, et ça a été efficace. Donc, à un moment, ça marche plus parce que les autres se préparent bien aussi, je pense. Voilà pour cette équipe d'Arsenal qui reçoit donc Chelsea, une équipe de Chelsea qui semble aller un petit peu mieux. En tout cas, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de championnat. Il y a eu un gros creux qui a duré quand même 2 mois, janvier et février. Ça a été un petit peu plus compliqué. On sent que Chelsea est en train de retrouver ses marques, même si Cole Palmer est un petit peu moins visible. Oui, il est moins visible, ça c'est sûr. Ouais. On le voit quasiment plus. En plus, quand il y a un penalty, il rate. Il était malade ce week-end. Oui, il avait de la fièvre. Il est malade depuis un moment déjà. Ouais. Il a joué et il a raté un penalty. Ça, c'est quand même un événement, on va le voir, parce qu'il avait réussi, je pense que c'est 12 penaltys d'affilée en Première Ligue.
Et là, c'est vrai qu'il était légèrement souffrant, mais bon, il a quand même été aligné. Et il a donc raté son premier pénalty. Il n'a plus marqué depuis le 14 janvier. Ça fait quand même 2 mois sans but, ce qui est étonnant. Mais son entraîneur lui a donné une bonne explication tactique en lui disant de garder le sourire. Ah, ok. Donc c'est là que ça Gardons se passe. le sourire. C'est garder le sourire. C'est pas une réussite. Garder le sourire et la confiance. Mais comme il ne sourit pas beaucoup, on peut se poser la question. Mais non, c'est. Ceci dit, dans le match, après le pénalty manqué, il perd confiance. On sent que c'est un joueur qui est hésitant. Et c'est encore un jeune joueur aussi qui est arrivé très fort en première ligue, mais c'est toujours plus difficile de confirmer après une bonne saison. J'ai commenté ce match contre Leicester. C'est 1-0, c'est poussif. Hein. Effectivement. Un petit mot sur Maresca. Je pense que Christian va vouloir rebondir. C'est que y a eu cette déclaration où il a affirmé que si Fernandes ne jouait pas vers l'arrière, il lui a dit qu'il allait le sortir, et que si son gardien, Sanchez, jouait des longs ballons, il le sortait aussi. Ah, j'ai cru que ça ne voulait rien dire, parce que c'était en anglais, en fait, ça ne veut rien dire. Mais là, j'ai traduit. Parce que ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mais une déclaration étonnante. Et puis, pour ajouter sur Maresca, il a dit que ce week-end, ça a été très compliqué face à Leicester, qui est quand même une des équipes quand même les plus en difficulté du championnat, parce qu'ils sont venus avec une défense à 3, alors qu'ils avaient tout préparé sur une défense à 4, et ça a perturbé le système de Chelsea. Okay. Christian, vous voulez réagir ? Oui, je suis étonné parce qu'en fait, donc sur les réseaux sociaux, on a vu qu'en conférence de presse, on lui posait la question en disant il y a des supporters qui commencent un peu à siffler quand le ballon vient en retrait. Et donc, il nous fait un peu une post-Postecoglou, c'est-à-dire que c'est comme ça que nous on joue et c'est comme ça qu'on va jouer et c'est moi le chef. Et celui qui ne suit pas les consignes, il va être en difficulté. Et notamment, les gens réagissaient en disant il est en train en fait de tuer le jeu de Cole Palmer. Parce qu'en fait, depuis le début de la saison, que ce qu'on a vu pendant presque 6 mois, c'est une équipe qui était la meilleure sur les face-à-face, la meilleure dans les transitions rapides, avec beaucoup de passages par l'axe, très peu de passages par les flancs. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'entraîneur, évidemment, qui aussi met sa patte après 4-5 mois, eh bien, il veut changer complètement cette structure qui fonctionnait bien. Et il veut aussi construire de derrière. Et bon, voilà, on dit que ça va un peu mieux, mais ça reste quand même 2 victoires contre Leicester et contre Southampton, où tout le monde gagne contre Southampton. Donc, je ne pense pas que la situation va mieux pour le moment. Et presque tout le monde gagne contre Leicester. Par contre, il y a quelque chose qui fonctionne bien, Christian, et vous voulez le relever. Ce sont les tirs en rectangle, parce que là, Chelsea est en tête du classement. Oui, et comme j'ai toujours dit, c'est une option de luxe quand ça fonctionne bien dans le jeu dominant placé et qu'on ne trouve pas de solution. Or, aujourd'hui, ça semble être un peu la seule solution, parce que marquer 10 fois de loin, ça veut dire en fait qu'on a des difficultés à se présenter dans les 16 derniers mètres. Alors si, comme la saison passée, Manchester City, voilà, c'était son jeu, mais qu'on ne trouvait pas de solution, on avait cette option supplémentaire et donc ils ont marqué 16 fois comme ça. Mais si aujourd'hui, une équipe comme Chelsea, comme le faisait à l'époque Newcastle, n'a que cette solution-là, comme ce week-end avec le but de Cucurella, pour pouvoir ouvrir le score, c'est inquiétant. Donc c'est une option de luxe qui les sauve pour le moment, mais c'est plus inquiétant que favorable. Alors on voit ce but de Cucurella, c'est presque devenu un petit peu le buteur miracle. Alors Cucurella, j'ai quand même été voir les statistiques. C'était 1 but en 3 saisons de Première Ligue, donc avec Brighton et puis Chelsea. Et pour cette 4e saison, il a déjà marqué 4 buts. Je vous propose de les voir. C'est devenu un petit peu celui qui sauve Chelsea dans les moments difficiles. C'est un peu étonnant quand même. Qu'est-ce qu'il parcourt comme kilomètre lui sur un match, et on ne peut pas le rater avec sa chevelure. Là, on le voit un petit peu partout sur le terrain. C'est depuis le championnat d'Europe avec l'Espagne, je trouve, où je pense qu'il s'est régalé et il a été reconnu, je dirais, avec son statut vraiment. C'est un ancien Brighton aussi, faut le rappeler. Tout à fait. Avec gros transfert, c'était plus ou moins 60 millions d'euros vers Chelsea. Ouais, c'est un gars qui a du caractère, c'est un type qui a... Il vient de Retafe, donc il faut du caractère pour jouer dans l'équipe. Et avec celui-ci, on a vu donc les 4 buts, celui évidemment marqué face à Leicester qu'on a vu juste avant. 4 buts marqués pour Marc Cucurella qui a trouvé, Christian, son talent de buteur. Ouais. Oui, je vais ajouter juste une chose, c'est que il y a 6-7 saisons, je le suivais déjà parce que comme je faisais l'analyse de la Segunda División en
en Espagne. Et Barcelone était dans cette deuxième division espagnole et il était un des titulaires, mais il n'a pas su percer directement dans le noyau A. Et donc, il a été directement transféré à Getafe où il s'est montré et il est passé à Brighton qui, évidemment, est là pour faire des bons coups. Et c'est comme ça que finalement, on arrive dans une équipe du top comme Chelsea. Des fois, donc, le chemin, des fois, il est pas aussi rapide que normal, mais on y arrive quand même. Ouais, il attaque bien, on a vu, mais il défend bien aussi. Et il est dur à défendre. Il fait beaucoup de kilomètres. Sauf quand il a des problèmes de chaussures. Voilà. Sauf que, oui. Et alors, juste un petit truc, parce que vous parliez de derby. Sur les 5 prochains matchs, 4 derbys londoniens pour cette équipe de Chelsea, puisqu'ils vont jouer maintenant Arsenal. Il y aura Tottenham, Brentford et Fulham. Oui, et puis c'est. Il y aura Ipswich entre les. Oui, c'est une période assez importante pour Chelsea, avec aussi la Conference League. Sur le papier, Copenhague, c'est la meilleure équipe. Il y a d'abord ce match retour face à Copenhague que vous pourrez donc voir ce jeudi soir sur VooSport World. Voilà donc pour les 2 affiches. On va quand même donner l'horaire. C'est dimanche, attention, à 14h30. Un horaire un petit peu différent parce qu'il y a aussi la finale de la Coupe de la Ligue entre Liverpool et Newcastle ce dimanche. Donc les horaires sont un petit peu différents. Goals of the Day, c'est avec vous Philippe. Oui, ce sera donc Manchester City face à Brighton comme affiche dans le Goal of the Day. Et puis on a Bournemouth-Brentford, c'est intéressant, une équipe Brentford qui est vraiment très forte en déplacement depuis 2025. Arsenal-Chelsea 14h25, c'est la belle affiche. C'est double dose de derby londonien. Exactement, Fulham-Tottenham. Et quid de Tottenham, j'ai envie de dire. Et quid de Postecoglou après la soirée de ce soir. On verra s'il se qualifie ou pas. Leicester-Manchester United, important pour Leicester, je trouve, de prendre des points dans ce match-là, s'ils ont encore un petit espoir de se sauver. Oui, mais ça va être compliqué parce que le fossé est en train de se creuser entre les 3 équipes promues cette saison et le reste du championnat. Donc ça va être compliqué pour ces 3 équipes-là qui pour le moment occupent les dernières places du classement. On rappelle que vous pouvez suivre Christian, Vision du jeu et puis d'autres abonnés sur la communauté VooSport que vous pouvez rejoindre grâce à ce QR code. C'est la communauté Discord. Et vous saurez sur quel match ce week-end, Christian, pour être précis? Moi, je serai d'abord avec Philippe samedi pour Goal of the Day. Moi, j'aime bien pouvoir réagir rapidement sur tous les buts partout dans les stades. Et puis, évidemment, je serai sur le match de Arsenal-Chelsea le dimanche, sans problème, avec nos abonnés. Ça tombe bien, les abonnés aiment bien aussi, donc c'est chouette. Tout le monde est content, c'est magnifique. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur nos différents médias sociaux que vous pouvez retrouver ici, notamment sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il nous reste à vivre passionnément cette 29e journée de Première Ligue ce week-end. Merci Jean-François. Avec plaisir. Merci Philippe. Et merci évidemment à Christian que vous pouvez retrouver sur Discord et qu'on retrouvera bien sûr pour le prochain PL Club. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye. Great London rivals, Arsenal against Chelsea, gets the blood pumping between them. They've both had spells as the dominant force in English football. Arsenal representing the north of the capital, Chelsea the west. Ian Wright with a chance. Red cards, incidents aplenty, a touch of memorable goals too. Costa scores, staggering goal. Hatcher, Ignato's gone all the way. Scored! Ian Robert at the home of one of their greatest rivals. Arsenal are doing to Chelsea what Chelsea so often have done to them. Chelsea 6, Arsenal 0. A gift from the former Chelsea goalkeeper to the former Arsenal star. Havertz against his old club. Arsenal 5, Chelsea 0. And Chelsea have come from behind to lead at Arsenal. Silvinho! It's Reece James! Martinelli! Palmer for Chelsea. Rice has pulled one back for Arsenal. Stunning strike. Trossard! We shouldn't be short of drama, nor indeed entertainment.